Madame, Monsieur, bonsoir. Un fait divers aujourd'hui au titre particulièrement explicite, filière pédo-vidéo. Il sera donc question évidemment de la production et de la diffusion de cassettes tournées par des pédophiles pour des pédophiles. Comme il y a dans ce fait divers deux histoires aux nombreuses ramifications et qui sont inextricablement liées, j'ai voulu demander, pour plus de simplicité, à José Tessard, un des réalisateurs de ce reportage, de venir nous expliquer pourquoi, précisément, ces deux histoires étaient liées et pourquoi, dans votre démarche, il vous a paru nécessaire de parler et de l'une et de l'autre. Bien, nous voulions absolument comprendre pourquoi, par exemple, le 26 novembre 1997, des parents allemands d'un jeune garçon disparu à Berlin en 1993 étaient venus soudainement en Belgique pour demander d'urgence un rendez-vous au ministre de la Justice, Stéphane de Klerk. Alors, effectivement, nous avons dû remonter dans le temps. Nous avons remonté jusqu'en 1991, une date à laquelle une cassette vidéo i8 est tournée par un pédophile belge sur la petite île de Madère, au Portugal. Cette cassette s'appelle Madeira. Et en suivant son itinéraire, nous avons mieux compris comment pouvait se former une filière ou un circuit ou un réseau de consommation d'enfants et de leurs images. Voilà donc pourquoi il y a dans ce fait divers deux histoires qui en réalité n'en font probablement qu'une. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a eu de nombreuses discussions au sein de l'équipe pour savoir si nous devions vous montrer un extrait ou non de cette fameuse cassette Madeira, une cassette qui a été diffusée par la radio-télévision portugaise et par une chaîne de télévision hollandaise. Nous avons décidé de vous en montrer quelques extraits soft et édulcorés, non pas du tout par voyeurisme pour attirer votre curiosité, mais pour vous montrer simplement que tout cela n'a rien à voir avec la gaudriole, que tout cela est absolument et définitivement sordide. Voici Filière pédo-vidéo, un reportage de José Tessard et Abderrahbo. Octobre 1997, sur l'aéroport de Funchal, île de Madère, un citoyen belge, Marcel Verlussen, remet officiellement à un officier de police portugais une vidéocassette intitulée Madeira. Cette cassette contient les preuves filmées des activités pédosexuelles d'un pédophile hollandais, d'un pédophile portugais et d'un pédophile belge. Marcel Verlussen vient d'une petite ville flamande, Morkoven, près des Rentals, où il est membre d'une ASBL en flamand, VZW, Werkgroep Morkoven, dont un des buts est la protection des enfants. Depuis 1988 déjà, il est sur la piste de multiples filières d'exploitation pédosexuelle. Dus op dat nudistenkamp in Holland. Dus we hebben hem gevonden. Dat nudistenkamp in het Vlovel Natuurpark. Zou hij dus in Sint-Niklaas wonen, maar dat is nog niet zeker. Dus we moeten hem dus verder gaan opzoeken. En fait, ceci n'est qu'un des nombreux dossiers de la SBL. Nous travaillons dans les secteurs psychiatrie, prison, handicapés. Nous faisons partie d'associations internationales. Participons à des congrès internationaux sur des problèmes déterminés. Donc, ceci n'est qu'une partie des activités de la SBL. Ceci est en fait, comment dirais-je, une sombre histoire qui a commencé petitement, qui a grossi, a pris des proportions gigantesques à l'échelon international et où il faut maintenant boucler la boucle. La description de ces images filmées en vidéo i8 fait partie d'un dossier d'instruction ouvert en Belgique depuis 1992. Mais l'auteur et les acteurs adultes de ce film n'ont été inquiétés qu'à la fin 1997, à la suite de la diffusion au mois de novembre par la radio-télévision portugaise d'un reportage des deux correspondants de la RTP à Bruxelles. Madère, c'est une île portugaise où malheureusement le degré de développement
est très faible. Il y a des régions, notamment Câmara de Lobos, où les gosses se trouvent sur le trottoir, en jouant les uns avec les autres, dans une situation de pauvreté assez incroyable pour un pays européen, et les gosses se trouvent livrés à eux-mêmes. Donc facile proie pour des individus, portugais et étrangers, qui sont à la recherche d'enfants pour des pratiques sexuelles. Donc il y a longtemps qu'on sait que c'est un lieu de rendez-vous pour pédophiles. C'est un endroit où on a constaté au cours des années qu'il y avait des activités pédophiles qui entraînaient les gosses dans l'âge allait de 8 à 13 ans, parfois un peu plus. Mais le tourisme étant la vache sacrée de Madère, il ne faut pas du tout aller contre ça. Donc l'activité s'est toujours poursuivie dans un certain secret, même si tout le monde le sait. À Madère, il y a des gosses qui sont livrés à la prostitution et qui sont objets de sévices sexuels de la part d'adultes. Ces images ont eu beaucoup de répercussions au Portugal? Plutôt à Madère. À Madère. Et ce qui est curieux, c'est qu'en termes d'opinion publique, même si les images sont parfois un peu choquantes, en termes d'opinion publique, ça s'est très bien passé. Les gens ont vu qu'il y avait un travail de recherche et surtout une envie que ça s'arrête. Du côté politique, parti au pouvoir, on a remarqué par exemple dans l'émission qu'on a eue ici qu'il y a un monsieur proche du pouvoir qui était beaucoup plus préoccupé par le fait que les images avaient choqué ses enfants qui étaient à table. Les députés de droite nous a dit il faut continuer avec l'enquête, il ne faut surtout pas laisser tomber. Le député socialiste nous a dit continuez parce qu'il faut que quelque chose bouge, sinon on va continuer ici. Ce qui nous a frappé quand on a vu les images, c'est surtout le fait que la caméra, côté pédophile, elle a un regard assassin généralisé. C'est-à-dire, c'est un regard criminel pour tout ce qui est enfant. C'est le fait que ces enfants arrivent comme des innocents dans un endroit et qui sont vraiment à la disposition de ces gens-là. Et quand on voit... Est-ce qu'ils sont payés? Ils sont payés. D'ailleurs, dans une des cassettes, on constate que les enfants commencent à discuter entre eux parce que le prix, c'était pas ça. Et les remarques des adultes, c'est du genre, ils discutent le prix, ils veulent plus d'argent, les salopards. Tout ça en flamand, naturellement, avec un accent bien identifiable. Et puis, quelque chose d'autre qui nous a frappé, c'est un garçon de 17 ans qui est identifié, qui est dans les images. Et il était examiné, son anatomie est... Comme un cheval. Comme un vrai cheval. Et il est destiné à un client qui se trouve en Belgique, de nom Philippe. Et cet enfant est examiné, voilà, il a ça, ça et ça, notre ami là-bas va bien aimer. Et l'autre fait une remarque qui est assez brutale. Ce matin, j'étais avec un ami à lui de 10 ans, c'était parfait. Donc l'âge des enfants ne fait aucun doute. Et on a aussi remarqué dans la séquence de cette caméra qu'à un certain moment, des enfants qui sont filmés se retrouvent un peu plus tard dans une chambre d'hôtel avec ceux qui portaient la caméra à ce moment-là. Alors cette enquête a surtout explosé en novembre 1997. Oui, parce que les informations qu'on possédait, c'était des déclarations ou bien c'était des photocopies, des tas de choses accumulées au fil des années. Mais une chose, c'est d'avoir des documents, des photocopies, etc. Une autre chose, c'est d'avoir les images. Donc à partir du moment où, à la fin de cette année, cette cassette nous est parvenue, elle est venue confirmer ce qu'on avait déjà su pendant l'année 97 et ce qui nous a poussé à nous à dévoiler ces images, c'était le fait qu'une députée belge, Nelly Maas de Volksunie, a fait une conférence de presse ici à Bruxelles. Nog te weinig licht voor de dollingen. Aan, schwing lekker naar spijers. Ja, in de douche. Ja. Me too in a few minutes. On the bed. 3 on the bed. The textbooks, here. Text. Ja. Wat hebben die anderen daar zien? Wat hebben daar zien? Nog een andere? Verbal.
The middle one, yeah. Okay. Andere voorbeelden. In België, Philip, die had er wel. Dat is hier toch van de zondag, want je bent weer klaar aan de boot. Ja, 17 jaar. Kan je ook terug ronddraaien, hoor? Ja. Maar ik kan eens kijken erachter, hè. Dit toch, Gerrit? On m'a montré quelques tapes de vidéos qui démontrent clairement, à première vue, que des gens de ma région étaient impliqués dans la fabrication de ces films et dans les actes pédophiliques qui étaient montrés dans ce film. J'ai cru mes propres yeux et j'ai pensé, il faut que je fasse quelque chose, parce que je ne pouvais pas dormir en sachant que le type qui est sur le vidéo, qui fait le vidéo, est toujours ou était toujours au travail dans un hôpital dans ma propre région. Je veux bien dire qu'il s'agit de M. Norbert de Reyck. Dans ce film Madeira, on voit au moins 2 personnes et qui seraient filmées par une troisième qui est le fameux Norbert dont on a parlé tout à l'heure. Ces 2 personnes sont un Hollandais, Van Donaten, de 74 ans, et un autre qui est un contact portugais qui s'appelle De Souza. De Souza. Et De Souza a été arrêté. Et à partir de là, tout se déclenche. Oui. Après l'arrestation de Souza, on a eu de nouveaux contacts, je suppose, entre la justice du Portugal et la justice belge, et on a pris quand même de Reyck à ce moment-là. L'auteur de la cassette Madeira, celui qui tenait la caméra, vous ne le verrez pas. La seule image que nous ayons de lui, nous la devons à l'équipe de télévision portugaise qui a tenté de l'interviewer à l'hôpital de Thames, où il était gardien de nuit avant son arrestation. Cette image précédait de peu l'interpellation des journalistes portugais par une patrouille de gendarmerie appelée sur place par Norbert de Reyck lui-même. De Souza a travaillé en Belgique et en Hollande. C'est quelqu'un qui a donc des contacts déjà avant. C'est lui qui a établi le premier contact entre le néerlandais et le belge quand ils sont allés voir les enfants, parce que les enfants ne parlent que portugais. On voit dans les images que Agostinho de Souza les accompagne. Il est aussi partie prenante lors d'une séance où les enfants sont abusés sexuellement. Cet individu habite à Madère et il connaît beaucoup d'étrangers. On a arrêté plusieurs personnes aux alentours de Tamise, de Thames. Oui. Alors, votre impression, est-ce qu'on se trouve devant un réseau ou pas? Toutes les informations qu'on a le portent à croire. Parce que, d'après, qu'est-ce que c'est un réseau? Bon, ce sont des faits qui sont commis d'une façon plus ou moins systématique, qui se prolongent dans le temps et des connexions qui sont établies entre différentes personnes de différents pays concernant toutes ces affaires. C'est un peu comme ça qu'on s'aperçoit, d'après les données qu'on a, que fonctionnent les choses. Il y a quand même des individus qui sont liés les uns aux autres et dont les noms se répètent. Ça, c'est une liste intéressante parce qu'elle vient de Interpol de La Haye. Elle a été adressée à l'Interpol Lisbonne à la date du 18 septembre 1992. Elle a 4 noms étrangers, donc Lothar Glandorf, Norbert Alexander Franz de Reyck, Casper Francisco van Massakers et Robbie van der Planken. Ces individus ont été détenus, ont été arrêtés en Hollande. Ça, c'est une liste intéressante parce qu'elle vient de Interpol de La Haye. Elle a été adressée à l'Interpol Lisbonne à la date du 18 septembre 1992. Elle a 4 noms étrangers, donc Lothar Glandorf, Norbert Alexander Franz de Reyck, Casper Francisco van Massakers et Robbie van der Planken. Ces individus ont été détenus, ont été arrêtés en Hollande et ils possédaient certains documents, photos, où
à caractère pédophile avec des enfants portugais. À partir de ce moment-là, la police portugaise à Funchal a déclenché un procès et a entendu les témoins. Et donc, on a des feuilles de ce procès où tout ce qui se passait là-bas était décrit déjà. Donc, ce que nous, 5 ans après, avons révélé, ce n'est qu'une révélation des choses qui étaient déjà connues de la police hollandaise, belge, portugaise. Donc ce qu'on a eu, c'est la preuve, c'est le film. Et c'est ça qu'on a montré. Mais ce qu'on montre dans nos images, c'est-à-dire l'implication directe d'un individu portugais, M. Agostinho de Souza, du monsieur hollandais Van der Natten et du monsieur belge de Rijk, c'était déjà décrit par les enfants, par les témoins, à partir de 92-93, dès que le procès a été ouvert au Funchal. Donc tout ça était déjà décrit, mais on n'avait pas eu dans la presse la preuve. Donc le nouveau fait, si on peut dire, c'est qu'on a eu accès à cette cassette où tous les faits du procès sont carrément démontrés. Donc aussi bien la police portugaise que la police belge sont déjà à cette époque-là en connaissance d'un dossier qui est très brûlant et qui n'évolue pas jusqu'à maintenant. Et comment sait-on que le parquet de Dendermonde détient ces cassettes, ce matériel, depuis 1992? Ils le reconnaissent qu'ils ont pris plusieurs cassettes. Sinon, on n'aurait pas eu la description. Parce que nous avons pu lire, avec traduction portugaise, une description exacte de ce qui se passe là-dedans, y compris le nom des gosses. En als men dus in 92 feiten heeft onderzocht in België, men heeft dus dit aangepakt, men is daarover ik zou zeggen aangesproken, dan is er tegelijkertijd ook niet alleen het signaal geweest naar Portugal wat te zeggen, Madeira, laten we even kijken, en daar is dus de continue, ik zou zeggen, lijn Portugal geweest, maar is er ook contact geweest met Nederland. En op dat ogenblik is het dossier overgemaakt geworden, lastens persoon X, is het dossier overgemaakt geworden aan Nederland. Het is eigenlijk daar voorwerp geweest van procedure. Dus het is niet dat België niks heeft gedaan. België heeft het dossier laten samenlopen in de connexiteit van feiten die in onderzoek waren. En dus dit is in Nederland gebeurd. Dans sa réponse le 6 novembre à deux questions, celle de M. Brown et celle de M. Verwilgen, le ministre dit deux choses. La première, c'est que les faits qui sont relatifs donc au film Madeira ne peuvent pas être sous le coup de la loi de 1995 qui dit que tout fait de pédophilie commis à l'étranger peut être punissable en Belgique. Oui, mais il y a autre chose, évidemment. La fabrication du film a été faite par un Belge et ce film a été montré au public, évidemment dans un cercle un peu privé, si on peut dire comme ça, mais c'était quand même montré à Temse, dans le café Monti. Il y avait des clients qui ont vu ce film. Donc ça aussi, c'est coupable. Il était coupable dans ce sens déjà, avant la nouvelle loi. À Thames ou Tamise, la plupart des habitants connaissaient de réputation le café Monti. Du temps où il était ouvert, on retrouvait un groupe de personnes, certains diront une bande de bons copains, dont les noms étaient André Lardinois, son ami Bruno Faris, Dirk Taron, propriétaire du café, Robert Van der Natten et Norbert de Rijk. Il venait régulièrement, donc Norbert de Rijk venait régulièrement chez moi, c'était un de mes clients fidèles. Van der Natten venait un peu moins. Il est seulement venu quelques fois après le voyage de Madère. Donc ça se situait bien dans les années 1992. J'imagine, oui. Et il y a eu des perquisitions au café Monti? Il y en a eu, mais plus tard seulement. Il semblerait qu'on ait trouvé le film, la bande vidéo Madeira, au café Monti. Non, non, ce film était déjà reparti. Je n'ai eu ce film que pendant une brève période. Ce que j'ai fait, c'est regarder le film. J'ai vu cette introduction disant qu'ils allaient faire ce voyage à Madère. À un certain moment, j'ai vu quelques enfants entièrement nus dans le film. Alors, j'ai dit que ce film ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'ai stoppé le film et je l'ai tout simplement rendu le lendemain à De Rijk. Donc, ce film n'a jamais été saisi. Et pour
Norbert de Reyck vous a-t-il montré le film Madère? D'après moi, le but était que je m'intéresse à tout ce qui se passait dans ce film, afin de chercher, je pense, des amateurs qui en feraient des copies et qui les mettraient en vente. Peut-être voulait-il aussi que je cherche des enfants, c'est-à-dire des gens qui auraient des difficultés financières, afin qu'ils amènent leurs enfants pour qu'ils soient filmés. Donc vous parlez bien d'enfants, il vous proposait d'aller à la recherche d'enfants belges dont les parents auraient des difficultés financières, c'est bien ça? Oui, cela revenait à ça. Oui, on voyait des valises de cassettes entrer et sortir. Alors, à qui ce film-là appartenait-il? Je n'en sais rien. Mais Dirk Thaon avait ses propres films. Norbert de Reyck avait aussi ses propres films. Quand vous dites qu'il venait là, c'est où? Au Café Monty. Chacun y venait avec des films. Norbert, Patrick venaient tout simplement dans le bistrot. Tous les films étaient dans des pochettes blanches, certaines garnies de photos. Mais nous étions toujours à table, trop loin en fait, pour distinguer. Les cassettes n'étaient pas montrées dans le café même, mais on en a montré en haut. Mario de Bouw me l'a dit, je crois qu'on en a passé beaucoup à l'étage. Ce que nous savions, c'est que le café Monty, en 1992, était en étroite relation avec le café Gaiety, dont le Hollandais Bart Mullenders était exploitant. Mullenders était l'homme qui transférait les teenagers disparus vers Ulst et Utrecht, et où ils devaient jouer dans les films porno, etc. Est-ce que vous connaissiez le propriétaire du café Gaiety? Oui, oui, les propriétaires, ils étaient plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms? Danny Host exploitait le café. Il y avait aussi, je ne retombe pas sur le nom, Herbert. Le nom m'échappe pour l'instant. Il était en fait le patron du café. Moi, on m'a dit qu'un des propriétaires était Bert Mullenders. Exact. Et il ne venait jamais au café Monty? Avant que l'affaire ne démarre, il passait par ici. Mais il ne restait jamais longtemps. Il prenait un café et repartait. Moi, j'ai l'information comme quoi le café Gaiety pouvait servir de lieu de départ d'enfants vers les studios de Pauw à Utrecht, par exemple. Ce n'était pas vraiment dans le journal, ici à Thames. Mais ce qui est vrai, c'est que certains clients qui venaient aussi chez moi utilisaient ce café-là pour embarquer, enfin disons pour emmener les gosses et se faire un peu d'argent et les accompagner Herbert aux Pays-Bas. Puis ça se racontait, qu'il disait, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on racontait. C'est une position difficile pour vous, peut-être parce que ce sont des faits assez graves. Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu que vous les dénonciez? Peut-être bien, peut-être oui, mais je ne l'ai pas fait. De Bouw et Walter Rosenbaum de Thames sont venus également. Ils ont dû, comment dire, lui donner des drogues pour l'emmener. Il était connu à Thames. On savait que cela marcherait. Il a d'ailleurs tout de suite mordu. Et doit se retrouver dans cette cassette. Au moment où on a découvert que nos gens étaient sur la trace du réseau de Thames, une des personnes concernées a déposé plainte contre nous pour chantage. Alors, ceux qui avaient déposé plainte viennent de déclarer à la télévision hollandaise que cette allégation était fausse, mais qu'on avait déposé plainte parce que l'ASBL marquait trop de progrès et retrouvait la piste de trop d'enfants disparus dans ce réseau. Et on s'est empressé de déposer plainte pour empêcher que les gens de l'ASBL investiguent plus avant dans leur direction. Vous avez déclaré à différents journaux que vous aviez été un témoin clé dans une plainte contre la VZW Morkoven, mais que vous aviez été presque
contraint de faire un faux témoignage. Est-ce que c'est exact? Que j'ai été contraint de témoigner contre Morkoven? Non, non. Ce qui s'est passé, c'est que Marcel Vervloesen, du groupe Morkoven, a fini par venir nous voir. En 1993. Il enquêtait à propos de Bruno Faris. Et il s'est fait passer pour un policier, si vous voulez. Nous n'avions pas du tout confiance en cet homme. Et André Lardinois avait des photos porno de Bruno Faris. Et le but était que André paye une certaine somme d'argent à Marcel pour qu'il retire ses photos du dossier. C'est alors que j'ai promis de témoigner que j'avais entendu au téléphone cette proposition de chantage, de façon à pouvoir citer en justice Marcel de la SBL Morkoven. C'est-à-dire que la conversation entre Marcel Vervloesen et André Lardinois s'est passée au téléphone ou dans un endroit bien particulier? Oui, d'après moi, ça n'a pas eu lieu. Je n'étais pas du tout témoin. Mais c'est ce que nous avons échafaudé, qu'André aurait donné un coup de fil à Marcel pour se mettre d'accord sur ce marchandage. Comment peut-on être témoin de quelque chose à quoi on n'a pas assisté? Oui, comment? En fait, les milieux de la pornographie enfantine ont commis une gaffe de dimension en déposant ainsi plainte contre nous. De cette façon, ils se sont mis eux-mêmes dans le pétrin, car nous avons pu en tirer les éléments qui nous manquaient encore pour continuer à les suivre à la trace. Cela a été une bêtise de ces gens. Et la conséquence est que maintenant, nous avons accès à tous ces dossiers. Nous avons consulté le dossier Termonde à 12 reprises. Nous avons examiné à fond les listes saisies. Tous les listings, car ne l'oubliez pas, même le contenu des cassettes vidéo saisies en 1992 avait été entièrement retranscrit. Tout ce qui se trouvait dans les cassettes, les séquences qui figurent dedans, ce qu'on y voyait, les adresses, tout était repris dans les procès-verbaux. En fait, nous avons recopié intégralement le dossier, avec toutes les informations possibles et imaginables qui s'y trouvaient. Dites-vous bien que le seul élément qui nous donne nettement raison est que nous avons vu dans le dossier de Termonde la photo de Robert van der Natten avec la mention « Cet homme n'a pas été identifié ». Cette photo avait été extraite de la cassette Madeira. Alors, nous avons photographié cette photo. Nous l'avons mise sur une affiche d'avis de recherche. De cette manière, nous avons pu trouver Van der Natten. Fin octobre 1997, dans la petite ville de Hulst, en Flandre zélandaise, où habite d'ailleurs Bert Mulenders, ancien patron du café Gaiety de Thames, une équipe de l'émission Nova de la télévision hollandaise accompagne Marcel Vervloesen, qui a obtenu, après quelques semaines de conversation téléphonique, un rendez-vous avec Robert van der Natten. Bert, waarvan u deze bandjes heeft gekregen, die gaat nu ook op en neer naar Madeira? Ja, die gaat 11 december gaat hij naar Madeira met Richard, zijn vriend, hier naar huis bij hem. En dan gaan ze iets beginnen, een restaurantbedrijf wil hij beginnen daar. Wat was daar nou de bedoeling van? Want restaurants duren altijd heel erg kort en over het algemeen is er dan sprake van toch weer alle jongens die misbruik worden. Ja, want hij wil gewoon daar, omdat natuurlijk daar de jongens makkelijk te krijgen zijn, vooral in het oude arme dorp, daar Camadelobes, daar ken je ook veel jongens natuurlijk. Ik ben altijd netjes opgevoed, ik kan niet verwerken. Ik kan niet verwerken. Niet met die kinderen, eerlijk niet. Met die kinderen heb ik niks, met die kleine kinderen heb ik niks gedaan. Echt niet. Explique son geste de, comme ça, mettre à la disposition de journalistes et de Marcel Vervloesen des cassettes vidéo porno interdites. Il a toujours voulu dire « Regardez les cassettes, je ne fais rien avec les garçons ». Mais ce n'était pas le cas. Il a, je crois, une drôle de conception de ce qui est permis ou pas.
Une deuxième raison est qu'il espérait avec ses cassettes impliquer Norbert de Reyck. Mais de Reyck ne s'y trouve que de façon très limitée. C'est seulement dans quelques cadrages que nous avons pu le voir avec ces garçons, car on a coupé dans ces cassettes, mais on l'entend en permanence en coulisses. Il y a une vue de lui dans quelques courtes séquences, et si vous faites défiler très lentement la bande, vous voyez de justesse Norbert de Reyck parce qu'on n'a pas suffisamment bien coupé, mais c'est limite. Sinon, de Reyck est censé se tenir à l'écart. Voilà quel était plus ou moins le mobile de Van der Natten. Très souvent, ils tentent de se rejeter la faute l'un sur l'autre, et ainsi de se disculper personnellement, et ils le font, je trouve, de très curieuse façon. Dans le lot de 9 cassettes cédées par Robert Van der Natten, une cassette était tout à fait différente. Elle n'avait rien à voir avec Madère. Elle mettait en scène de très jeunes garçons, seuls devant la caméra. Le visage d'un de ces garçons ressemblait très fort à celui d'un jeune adolescent, Manuel Schadwald, disparu à Berlin en 1993. Cette image fut alors soumise par le journaliste de l'émission Nova à l'analyse d'un policier de Rotterdam qui avait enquêté sur cette disparition. Ik moet de vergelijkenis doortrekken en de verschillen tussen een 12- en een 15-jarige even laten voor wat ze zijn. En ik vind dat er gelijkenissen in zitten, ja. Ik denk dat elke beelddrager waarop een jongen voorkomt die qua signalement overeenkomt met de vermiste Schadwald, dat je daarop moet investeren. Dan ga je dat uitzoeken? Dan ga je dat uitzoeken, ja. Il y avait deux plans différents. L'un montrait le garçon couché, nu, juste quelques secondes. Mais avec cette vue, j'ai eu tout de suite l'impression que ce pourrait bien être Manuel. D'après la stature, le maintien, j'ai eu le sentiment que c'était lui. Avec le plan rapproché de son visage, je n'étais plus aussi certaine parce que Manuel, jusqu'à une certaine époque, lorsqu'il était à la maison, était en principe tout à fait normal. Et l'expression du visage de ce garçon était différente, me paraissait étrangère. Je ne lui connaissais pas cette physionomie. Au premier abord, j'ai pris peur. Au fond, non, car un garçon qui doit subir ces choses peut ne plus avoir le même aspect qu'avant que cela lui arrive. Donc, j'ai eu cette peur, et au premier moment, j'ai dit non, ce n'est pas lui, ça ne peut pas être lui. Et dans la suite, je me suis calmée et je me suis dit, c'est possible, mais les images étaient floues, très floues. Dans cette séquence, le visage était montré en gros plan et enfin, les images étaient très floues dans cette séquence. Sur la première image, par contre, avec le garçon couché, là, j'ai tout de suite eu le sentiment que c'était lui. Après coup, le lendemain, mardi, je suis allée à la police. Ils avaient reçu la cassette complète de Nova et là, j'ai vu 5 à 10 minutes d'action. Et sur la base de ces images, j'ai acquis la certitude qu'il s'agissait de Manuel. Dès la chute du mur, Marion Schadwald et son fils Manuel, qui avait alors 8 ans, sont venus s'établir côté ouest, dans le quartier de Tempelhof, d'où Manuel disparut en 1993. 4 ans plus tard, un journaliste du Berliner Morgenpost avertit Marion qu'une probable image vidéo de son fils venait d'être diffusée par la télévision hollandaise. C'était le 6 novembre 1997. Le lendemain, son mari, qu'elle n'avait plus vu depuis 1984, parti vers l'ouest bien avant la chute du mur, lui téléphona. Lui aussi avait lu la nouvelle. Et il insista pour que Marion le rejoigne en Belgique. Manuel a disparu le 24 juillet 1993, pendant les vacances d'été, un samedi. Il a quitté la maison vers 10h30. Il voulait passer tout à fait normalement sa journée dans un centre de loisirs. Berlin est une grande ville. Nous habitions quasiment à un bout de la ville et le centre de loisirs
était à l'autre bout. Il devait utiliser les transports en commun. Il lui fallait 1 heure, 1 heure un quart pour arriver à destination. Et il prenait le métro ou le bus? Il prenait d'abord le métro, puis le semi-métro. Et la première station de métro qui est tout près du domicile, c'est laquelle? Kaiserin Augusta Straße, sur la ligne 6. Il a emporté son sac à dos avec son pique-nique et il est parti. Le soir, vers 20 h, j'attendais son retour, puis l'heure avançait. 8h30, 9 h. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à m'imaginer des choses. Il se faisait de plus en plus tard. Alors j'ai téléphoné à des membres de la famille, à des amis, à des connaissances, pour voir s'il n'était pas passé par là. Je me disais qu'il avait peut-être oublié de m'avertir. Je n'ai pas supposé qu'il ne rentrerait pas à la maison. L'heure avançait, avançait, il ne rentrait toujours pas. J'ai pris peur. Et j'ai passé une mauvaise nuit. Ça n'était jamais arrivé. Manuel n'avait jamais manqué de rentrer. Il revenait toujours, même si c'était avec une demi-heure ou 1 heure de retard, parce qu'il est parfois un peu dans la lune. Le lendemain, dans la matinée, je suis allée au poste de police le plus proche pour signaler sa disparition. C'était le dimanche 25 juillet. Ma famille, mes parents et mes frères et mes sœurs ont cherché indépendamment de la police pour tenter de savoir quelque chose, mais sans succès. Manuel avait bel et bien disparu. Vous avez choisi de faire pression sur les autorités, notamment sur le ministre de Klerk. Comment ça s'est passé? C'est au moment où, par les contacts que nous avions déjà avec la SBL Morkhoven, nous avons eu la preuve qu'il existait un réseau international de pédophilie. À ce moment, de Klerk contestait toujours. À l'entendre, il n'y avait pas de réseau, il l'a déclaré devant le Parlement. Alors nous avons pensé, on dirait, que les Belges ne veulent pas enquêter. Nous avions en effet entendu parler du mandat d'arrêt international contre De Reyck et Van der Naten, dont De Klerk disait « il n'en est rien ». Alors nous avons dit « très bien, nous allons lui voler dans les plumes et frapper verbalement du poing sur la table ». Entendu parler du mandat d'arrêt international contre De Reyck et Van der Naten, dont De Klerk disait « il n'en est rien ». Alors nous avons dit « très bien, nous allons lui voler dans les plumes et frapper verbalement du poing sur la table ». Donc, suite au contact, nous avons eu des contacts, nous avons échangé toutes les informations utiles. Le dossier du Portugal est déjà arrivé. Il n'y avait pas de demande d'arrestation internationale, donc contrairement à ce qui a été expliqué, il n'y avait aucune demande d'arrêter le Belge en question, mais la personne en question a été arrêtée, donc est en prison dans le cadre de l'enquête. Donc on travaille vraiment depuis plusieurs jours sur tout ce dossier. En même temps, nous avons l'information que les Allemands, que la justice allemande nous a posé plusieurs questions et que donc il y a une demande de la part de l'Allemagne pour coopérer dans le même dossier. Nous avons passé des demandes aux Pays-Bas pour avoir des informations supplémentaires sur ce qui s'est passé devant les médias, ce qui a été montré, Nova, mais aussi tous les éléments en justice, les dossiers, pour que ça soit centralisé. Donc c'est une demande de centralisation devant la justice à Termonde pour vraiment faire le contrôle, pour voir qui dispose de quelle information. Finalement, j'ai eu des contacts avec Morkhoven, donc la ASBL Morkhoven, avec la demande urgente, qui est, au lieu de faire tout le temps des commentaires envers tout le monde, de mettre à la disposition de la justice la totalité des informations dont eux, ils disposent. Ils ont des informations, mais je leur ai demandé expressément de continuer la collaboration
Maintenant, nous avons tout intérêt à ce que le dossier, donc les enfants disparus, que les dossiers de pédophilie soient traités à 100% et qu'on fasse la distinction entre cet élément essentiel du dossier et des dossiers qui se trouvent dans la marge. Et donc l'élément Markhoven, qui nous a causé déjà des problèmes, doit être écarté du dossier fondamental, à savoir la disparition d'enfants, les réseaux de pédophilie qu'il faut analyser. Mais donc j'ai demandé, et donc ils se sont engagés à collaborer à 100% à toute l'enquête. Je crois que c'est absolument nécessaire que ça se réalise. Les services judiciaires ont eu 5 réunions avec les gens de la SBL après que le ministre de Klerk eut reçu la SBL et lui eut demandé de collaborer, ce qui était tout de même un revirement après 5 ou 6 ans. Et nous avons dit oui, nous allons coopérer. Nous constatons que l'attitude du ministre était initialement qu'il n'y avait pas de dossier, pas de réseau, pas ceci, pas cela. Ces gens de la SBL ne valent pas la peine, etc. Et à présent, l'attitude est tout autre. La SBL travaille bien, c'est une bonne équipe, leurs informations sont importantes et désormais on travaille dans un excellent esprit. Alors maintenant, l'urgence, c'est de retrouver Manuel Chatwald. Bien sûr, il y a urgence en ce qui concerne Manuel Chatwald, mais nous ne nous fixons pas uniquement sur lui. Nous travaillons sur 3 cas d'enfants berlinois. Til Kratsch, Manuel Chatwald, et maintenant un nouvel enfant dont nous avons reçu le signalement. Nous savons par la télévision hollandaise que la police de Rotterdam a effectué des perquisitions à différents endroits, à Federafel, a retrouvé 2 enfants qui avaient fugué de chez eux et qu'une des filières sur lesquelles portent les enquêtes est la filière Glandorf. En 1994, la police nous a appris qu'il y avait des indices aux Pays-Bas, pas directement à Amsterdam, mais Manuel avait été vu dans un bordel pour hommes à Rotterdam. 2 garçons de Hambourg, les garçons un peu plus âgés, ont déclaré à la police de Hambourg, après qu'on leur eut montré une photo de Manuel, qu'ils l'avaient vu dans cet établissement. Quand, quelques mois plus tard, on a opéré une descente dans cette boîte, on n'a pas trouvé un garçon ressemblant à Manuel. Donc, ce garçon que les 2 jeunes de Hambourg y avaient vu et qu'ils avaient pris pour Manuel. Il n'y a peut-être eu là que des photos ou des cassettes vidéo. Car il y a des films où on voit un garçon qui ressemble fort à Manuel, mais qui a une cicatrice dans la région de l'abdomen. Mais Manuel n'avait pas de cicatrice d'opération de l'appendicite au moment de sa disparition. Alors. En 1994, nous avons reçu la visite de la police allemande. Il était question de 2 jeunes Allemands qui avaient été séquestrés dans un bordel pour garçons. Et dans cet établissement, ils auraient vu Manuel Chatwald. C'était en 1994. La police de Rotterdam a ouvert une enquête. Toute une équipe d'enquêteurs a été mise sur l'affaire. Plus tard, en cours d'enquête, 2 boîtes ont été fermées. Un certain nombre de suspects ont été arrêtés et tous les garçons ont été soustraits au circuit de la prostitution. Mais Chatwald n'a jamais été trouvé. Si je me souviens bien, ils l'ont reconnu à partir d'une photo, disant « Nous avons vu ce garçon aussi ». Il est apparu plus tard que c'était Manuel Chatwald. Est-ce que ces bars appartiennent bien à un monsieur qui s'appelle Glandorf? Un des 2, oui. L'autre, non. Et qu'est devenu ce monsieur? Il est toujours en prison. Lorsque nous avons fermé les boîtes, on a retiré de ces clubs de nombreux garçons mineurs de moins de 18 ans. Et il était condamné pour divers faits punissables, entre autres traite d'êtres humains, débauche avec des garçons mineurs de moins de 16 ans et occupation au travail de garçons de moins de 18 ans dans un bordel. Glandorf était un bonhomme qui faisait venir des jeunes de tout pays, ou qui allait les enlever.
et mettait ses enfants à la disposition d'une certaine clientèle, des Français, des Anglais, des Américains, etc. Ça a été une affaire gigantesque. On a trouvé une 50aine d'enfants qui étaient ses victimes dans ces bars. Donc, il est très clair que Lothar Glandorf faisait travailler des enfants dans ces bordels et qu'il savait y attirer une clientèle déterminée. Cela ressort notamment d'un procès-verbal que nous avons pu obtenir. On y voit clairement qu'il y avait d'importants contacts entre Glandorf et de Reyck et que Glandorf s'intéressait également à la pornographie enfantine. Regardez, voici un PV de la police nationale hollandaise de Waern, daté du 9 février 1992, numéro 92 00 71 50, qui s'avère être une déposition faite par le nommé Glandorf Lothar, par devant l'officier de police Geibels Wilhelmus à Eindhoven, de la brigade d'Eindhoven. Et Glandorf y déclare platement qu'il rencontrait Warwick Spinks et le Belge de Reyck à Amsterdam. Donc, il savait que des activités sexuelles avaient lieu avec des enfants. Et il déclare avoir reçu une cassette vidéo où on pouvait voir ces activités sexuelles avec des enfants de 13-14 ans. Plus tard seulement, lorsque je me suis mise en campagne avec une autre maman de Berlin, dont le fils avait disparu, et que je suis allée aux Pays-Bas, à Hilversum, où il y avait un programme TV de recherche de personnes disparues. Il nous avait invités et là, nous avons rencontré Raphaël Bett, qui m'a montré des extraits de ce film où apparaissait ce garçon avec une cicatrice à l'abdomen et m'a demandé si je croyais que c'était Manuel. Mais pour moi, plus tard seulement, lorsque je me suis mise en campagne avec une autre maman de Berlin, dont le fils avait disparu, et que je suis allée aux Pays-Bas, à Hilversum, où il y avait un programme TV de recherche de personnes disparues. Il nous avait invités et là, nous avons rencontré Raphaël Bett, qui m'a montré des extraits de ce film où apparaissait ce garçon avec une cicatrice à l'abdomen et m'a demandé si je croyais que c'était Manuel. Mais pour moi, ce n'était pas lui. Alors, vous avez proposé 2 extraits de films. D'où venaient ces extraits de films? Ces films, je les possédais en copie. Je m'étais mis à la recherche de ces films en 1994, après avoir été en contact avec un policier de Rotterdam qui m'a appelé parce que la police des Pays-Bas était à la recherche de Manuel Schatwald. J'ai ressorti ces films parce que j'étais persuadé que Manuel figurait dans ces films comme modèle porno. En fait, on s'était adressé à vous parce que vous étiez, disons, un spécialiste de l'accueil des jeunes prostituées, parce que vous êtes psychologue en fait. J'ai fait des recherches sur le profil de la personnalité des garçons dans la prostitution. À côté de cela, j'ai organisé l'assistance aux garçons prostitués d'Amsterdam. Je l'ai mise en route. Un des volets de la recherche était de voir dans quelle mesure les garçons qui se trouvent dans le circuit de la prostitution se retrouvent dans le circuit de la vidéo porno. Pas la pornographie enfantine, mais la pornographie avec les garçons dans la tranche 14-18 ans, une sorte de zone grise. Et dans quelles circonstances pensez-vous que le film dont vous avez extrait les 2 séquences a été produit? Quel était l'auteur de ces images? Ces films dont j'ai montré des extraits ont été réalisés par un producteur de films porno mettant en scène des garçons. C'est un Allemand qui, en fait, à partir du moment de la chute du mur de Berlin et du rideau de fer,
a commencé à produire beaucoup. Son nom est Sebastian Bleich. Cet homme a certainement fait au total 25 films de pornographie avec des garçons, avec souvent de très jeunes garçons. C'est seulement l'année dernière qu'on l'a arrêté et finalement été condamné, je crois, à 2 ans et demi de prison. Il y a une situation un peu paradoxale où, en 1995, par rapport au film présenté à Marion Chatwald et où il a dit « ce n'est pas mon fils », vous êtes proche d'une certitude qu'il s'agit bien de Manuel. Je ne peux, comme extérieur, raisonnablement être sûr à 100%. C'est une première chose. Je me suis mis à douter lorsque Mme Chatwald a dit que son fils n'avait jamais subi d'opération de l'appendicite. Je l'ai suivi un certain temps dans cet avis. C'était un bon argument pour exclure l'hypothèse Manuel. Mais si on regarde cette cicatrice de plus près, on se dit qu'il s'agit plutôt d'une blessure provoquée par un objet pointu. Cela change tout. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était une blessure de ce genre plutôt que l'appendicite, j'ai de nouveau été pleinement convaincu, avec toutes les réserves d'usage, que c'était lui. Que c'est lui. On est de nouveau dans une situation paradoxale puisque sur les premières images de 95, Madame Chatwald ne reconnaît pas son fils, mais vous avez de très hautes probabilités, vous pensez que ça pourrait être lui, tandis que dans le dernier matériel recueilli, elle croit reconnaître son fils et vous dites que ce n'est pas possible puisque ça date de trop longtemps, ces images. Après analyse, j'ai pu constater que le film date d'au moins 20 à 25 ans. En effet, il a été tourné dans une caravane ou un mobil-home qui peut avoir appartenu à John Stamford, qui à cette époque en utilisait un pour parcourir l'Angleterre, avec l'inscription « Boy Van ». À l'intérieur, on tournait des films porno, en 8 mm encore à l'époque. Ils durent environ 10 minutes. Dans cette cassette, on voit qu'il y a 3 films, tous réalisés dans ce mobil-home. J'avais déjà vu 2 de ces films, il y a 20 ans. À ce moment, ils étaient projetés dans un bordel pour garçons, et le film où pourrait figurer Manuel Chatwald a été tourné dans le même intérieur, le mobil-home. Donc, il ne peut tout simplement pas s'agir de Manuel, c'est tout bonnement exclu. Pensez-vous que Manuel soit quelque part dans un réseau de prostitution ou de production de pornographie de jeunes libre? Cela reste évidemment étrange qu'un garçon de 13 ans disparaisse sans laisser de traces. Donc, à partir de ce raisonnement, je n'exclurai pas l'enlèvement. Mais en général, cela n'existe pas dans le milieu de la prostitution des garçons. Mon avis est que Manuel Chatwald a certainement été vu à Berlin, à la gare du Zoo, en 1992. Il a disparu en 1993. Il y a aussi le fait que le premier film où apparaît Manuel Chatwald, en tout cas le garçon dont je dis qu'il s'agit de Manuel, ce premier film, Steinside, a aussi été réalisé en 1992. C'est pourquoi je pense que Manuel était déjà en 1992 dans le milieu de la prostitution.
Je pense, en tout état de cause, qu'on n'a pas poussé l'enquête assez loin sur la disparition d'Emmanuel Schatzwald et de Til Kratsch. Et je trouve que la police doit faire son travail. À mon sens, elle le fait de façon insuffisante. Pouvez-vous nous rappeler les circonstances dans lesquelles Til a disparu en 1995? Le 17 juillet, Til a raccompagné un ami à la gare du Zoo. Ils sont allés par le métro. L'ami devait prendre le train pour Bielefeld. Il était venu passer une semaine chez nous. Chaque fois que nous avons des amis, nous les reconduisons à la gare. Til aussi a raccompagné son ami et il n'est jamais revenu. Quand nous avons fait connaissance, Marion était déjà écrasée par le poids des événements. C'était du moins mon sentiment. À ce moment, je n'ai pas du tout pensé que Til pouvait se trouver quelque part dans les milieux pédophiles. C'est seulement au fil du temps que j'en suis arrivée à me dire, il y a si longtemps qu'il a disparu, il est sûrement parti de son plein gré. C'est ce que j'espère toujours, parce que dans ce cas, il a plus de force. Je veux dire, la probabilité est grande pour moi. La possibilité existe. J'espère vraiment qu'il est parti de lui-même. Dans ce cas, c'est plus clair pour moi. Nous avons eu l'occasion d'entendre qu'un témoignage anonyme était arrivé à une association ici à Berlin, disant que Manuel avait été déjà vu dans le quartier de la gare du Zoo en compagnie d'un homme. Sur le moment, je ne sais pas ce que je dois en penser. C'est la toute première fois que j'entends évoquer pareille éventualité, parce que jusqu'aujourd'hui, je suis toujours partie de l'idée que c'est seulement à partir de sa disparition, ou éventuellement peu de temps avant sa disparition, que Manuel a été en contact avec quelqu'un qui vient peut-être ou probablement des milieux pédophiles. Mais déjà en 92, là, je suis tout à fait interloquée sur un fait pareil ou une supposition pareille. Raphaël Bett nous dit que la cassette Nova, dont il a la version longue, aurait été tournée il y a longtemps, au-delà de 93. Par contre, il continue à soutenir que le film tourné par Sébastien Bleich contient véritablement des images de Manuel. Für mich ist das jetzt so. Auf die Meinung von Raphael Bett. J'attache une grande importance à la vie de Raphaël Bett. S'il dit, lui qui est expert, que le film est vraiment aussi ancien, alors je le crois. La ressemblance du garçon est tellement frappante et si forte avec Manuel que je me suis laissée induire en erreur. Mais d'autre part, je persiste à croire que dans l'autre film, ce n'est peut-être pas Manuel. Il y a plusieurs films dont un daterait de 1992. Si l'appel anonyme est fondé et que, sans que je n'en ai rien entendu dire, Manuel a pu réellement se trouver en 1992 déjà un court laps de temps à la gare du Zoo, c'est tout à fait possible. Mais je ne pourrais dire si, à cette époque, il a été abordé par des hommes ou s'est déjà trouvé en compagnie d'hommes.
Je n'en ai jamais observé des indices ni remarqué un changement de comportement chez Manuel. Peut-être que quelque chose m'a échappé, je ne sais pas. Mais comme auparavant, je doute très fort que dans ces films récents dont parle Raphaël Beth, ce soit Manuel. Vraiment, je doute. Pour la vie quotidienne, c'est une grande chose que vous ayez pu rencontrer Claudia. Ja. Ja, klar, auf alle Fälle. C'est sûr. Auch wenn wir Zeiten haben, in denen wir uns nicht so Même regelmäßig si, sehen, à certains moments, on se voit moins régulièrement, il est toujours important de s'échanger, si pas des nouvelles, car il n'y en a pas vraiment, au moins des informations, de se voir de temps à autre. Nous sommes seuls à vivre la même chose. Je ne connais personne d'autre qui soit dans la même situation. Dans les premiers temps, j'ai fait beaucoup de démarches avec ma maman. Je n'avais pas la force d'entreprendre quelque chose seule. Nous sommes soutenus l'une l'autre. Nous sommes allés plusieurs fois ensemble chez Manometer pour parler avec quelqu'un et demander ce qu'il fallait faire si Manuel avait abouti dans les milieux pédophiles. C'est un centre de consultation et d'information pour homosexuels qui ne s'occupe que secondairement de pédophilie. Manometer n'a pas grand-chose à voir dans ce domaine, si ce n'est pour des cas individuels, justement. Ce qu'ils ont pu faire pour nous, c'est diffuser des photos de Manuel et son signalement dans les bistrots, dans les cafés. Ils sont aussi allés y questionner les gens, demander si quelqu'un aurait vu Manuel. Nous avons évidemment fait des affichages à la gare du Zoo. Nous avons de très bons contacts avec la police des chemins de fer de Berlin, à laquelle s'adressent également les prostituées lorsqu'elles se trouvent dans le quartier la nuit et vont prendre un café ou manger un morceau. Nous supposons que c'est de là que nous est parvenue une information, un appel anonyme par téléphone, d'un homme qui nous a informé que Manuel Schadwald se trouverait à Amsterdam, voire qu'il ne serait plus en vie. Et nous avons transmis ces informations, parce qu'elles étaient anonymes, à la police avec la cassette de l'enregistrement de cet appel téléphonique. La rumeur la plus grave que nous ayons entendue concernant Manuel est qu'il aurait été assassiné à Amsterdam. C'est évidemment une chose si terrible qu'elle entraîne à son tour d'autres rumeurs qui se propagent et font état de situations où des garçons qui font le trottoir quittent le domicile familial et trouvent un oncle aimable qui s'occupe d'eux. Mais cette angoisse elle-même suscite un espoir, parce que justement, l'idée est si effrayante que des enfants de la rue ou du trottoir soient enlevés ou emmenés de force. Cette idée est si horrible que, précisément, on compense en se persuadant qu'ils vont bien, que tous ces jeunes vont bien et que Manuel va bien. Voilà évidemment un domaine où depuis quelques années courent de nombreuses rumeurs ou contre-rumeurs. Alors José Dessart, peut-on légitimement s'interroger sur l'existence de liens entre différentes villes européennes autres que celles que nous avons vues dans le reportage, liens tournant autour de la circulation de cassettes vidéo pédophiles, voire même d'enfants qui figurent dans ces cassettes? Oui, en tout cas pour Manuel Schadwald, nous pensons qu'il est fondé d'aller plus loin et de continuer à explorer la filière qui va de Thames à Amsterdam et qui est d'ailleurs croisée par une autre qui va de Londres à Berlin, où l'on retrouve des personnages qui normalement s'entraident, mais dans le climat de panique actuel, ont un peu tendance à se dénoncer. Ce qui fait que des témoignages arrivent chez Marcel Vervloesen, qui permettent
permettre de comprendre un petit peu que tout ça était possible sur le plan de la cohérence des choses et que ce sont des hypothèses à explorer. Par exemple, nous savons qu'il y a un propriétaire d'agence de voyage qui faisait facilement la liaison entre Berlin et Amsterdam, aidé par un artiste berlinois qui était lui-même ami du producteur de films porno Sébastien Bleich. Ils sont en relation également avec un Londonien qui habite Amsterdam et qui s'appelle Warwick, celui-là, qui est, je le nomme parce qu'il a été déjà condamné par la justice anglaise pour un trafic d'enfants et pour avoir fait de la pornographie à tendance sadique. Ce Warwick a été en relation continue avec des gens comme Glandorf, qui lui était en contact de ce qu'on a appelé le réseau Spartacus de John Stanford, et également en contact avec Norbert de Reyck et Robert van der Natten. Alors tout ça fait qu'il s'agit encore de choses à explorer, ce que nous ne nous priverons pas de faire, car nous désirons aller jusqu'au bout de cette histoire. Le mois prochain, Fait divers abordera un tout autre sujet. Il sera question d'argent, de beaucoup d'argent, ou une controverse juridique sur la réhabilitation ou la réaffectation d'un terrain de friche industrielle dans la région de Liège. Je vous souhaite, malgré le sujet grave de ce soir, de passer une excellente fin de soirée. Je vous fixe un rendez-vous dans un mois. Bonsoir à tous.